Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons aujourd'hui terminer notre grande thématique sur la Troisième République. Alors pour être bien clair, on avait fait un chapitre premier qui s'intéressait à la mise en place de cette Troisième République, puis on était passé au chapitre 2 que l'on vient de terminer où on a évoqué l'évolution économique et l'évolution de la société sous cette Troisième République. Et puis on passe aujourd'hui à ce chapitre 3 qui va nous demander d'étudier la façon dont la Troisième République colonise une partie de la planète, vous allez le voir, et quelle société elle met en place dans ces colonies. Alors concrètement, métropole et colonie, je rappelle que lorsqu'un territoire va donc conquérir un territoire par exemple comme le Maroc, on va prendre cet exemple-là, à ce moment-là le Maroc devient une colonie et sa métropole c'est la France, c'est-à-dire que la France devient la métropole, la puissance qui va administrer un territoire étranger. Bon là par exemple on a pris pour commencer l'exemple du Maroc. Alors pour rappel, et vous l'avez vu en seconde, en fait dès le 16e, 17e, les puissances européennes elles ont déjà commencé à coloniser une partie de la planète, particulièrement l'Amérique, rappelez-vous, vous l'avez déjà vu l'année dernière avec les Espagnols, les Portugais, mais également l'Asie. La France a participé aussi à ce mouvement colonial, même si elle l'a fait à cette époque-là encore d'une manière assez restreinte. Elle a quand même déjà des possessions du côté de l'Amérique, du côté de l'Asie. Alors en fait, au 19e siècle, l'expansion coloniale reprend pour une partie des pays européens. Ils vont s'intéresser à d'autres territoires, notamment du côté de l'Afrique, mais aussi encore en Asie. Et on va s'intéresser justement, et ça sera la question qui va nous guider durant toute cette leçon, à la problématique suivante. Quelle est la politique coloniale de la Troisième République entre 1870 et 1914 ? Alors, on divisera cette leçon en deux grandes parties. La première qu'on va étudier aujourd'hui, la France colonise le monde, et on va s'intéresser d'abord à travers une première vidéo aux motivations coloniales, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous pousse à aller conquérir de nombreux territoires comme ça à travers la planète. Regardez la vidéo, on va essayer ensemble de récapituler toutes les motivations qui nous poussent à coloniser. Les races supérieures ont un droit sur les races inférieures. Je dis qu'il y a pour elles un droit parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. On est là sur des modalités qui vont servir à la légitimation de la colonisation à partir du grand thème nous c'est Rome et eux c'est les barbares. La France transforme les mosquées en églises. D'accord, ces races sont inférieures, ces races bien sûr entre guillemets, mais comme nous sommes républicains, nous allons les emmener à la lumière. Le Français, lui, d'un seul coup se pose cette question métaphysique, mais pourquoi je suis parti là-bas ? L'Algérie, 3 départements français, Alger, Oran, Constantine. Pour toucher le grand public, on doit d'abord toucher les enfants. L'avantage des enfants, c'est qu'ils vont servir de relais de cette idée coloniale auprès de leurs parents. Tout d'abord, on essayait de leur faire visualiser leur empire, ne serait-ce que pour leur expliquer que c'était le deuxième empire colonial au monde. C'était un des leitmotivs, un nouveau leitmotiv de l'Agence économique des colonies, de dire voilà, l'empire vous rapporte des richesses que vous ne pouvez pas avoir ailleurs, et surtout qu'il vaut mieux aller chercher dans son propre empire que d'aller les chercher chez les Anglais ou chez les Belges. Il y a ce petit jeu où les enfants devaient replacer les petits grains de riz et qui était accompagné d'un discours très intéressant puisque c'était le riz d'Indochine suffit seul à nourrir la métropole. Donc cette idée d'autonomie, d'autarcie économique à travers les produits de l'Empire. C'est devenu une idée commune de la République. C'est-à-dire que ne pas être colonial, c'est être presque anti-républicain, anti-français, et quelque part de ne pas tenir compte de la grandeur de la France. Ça, je crois que c'est la première idée que la propagande va savoir imposer. Un empire calme, donc des images de paix. Deuxièmement, il faut montrer qu'on modernise l'empire, la mission civilisatrice. Alors là, on va peut-être construire qu'un hôpital, mais je peux vous dire qu'il va passer 50 fois en photo. Une seule route, mais à l'époque, il n'y avait pas de voiture, donc construire des routes, c'était simplement le symbole d'un pouvoir qui, par le travail forcé, s'imposait sur un pays. On construisait des routes, non pas pour faire passer des voitures, mais pour dire que la France construisait des routes. Actuellement, à l'exposition coloniale, cette ligue a pour objet l'instruction et l'éducation des adultes illettrés, français et étrangers. Lis tout seul. Oh. Lis ceci. Plus fort. Je rappelle que nos arrière-grands-parents allaient encore voir au jardin d'acclimatation des Africains en cage.
Et encore en 1931, le grand-père de Carambeu était dans une cage au jardin d'acclimatation. On le présentait au bois de Boulogne, à côté de l'Expo coloniale, pour dire « Vous voyez d'où ils viennent ? Rappelez-vous bien de ça. Hier encore, c'était des cannibales. » Donc grâce à la vidéo, vous comprenez que les motivations sont d'abord économiques. Dans l'empire colonial, on va trouver un certain nombre de richesses, de matières premières qui sont nécessaires par exemple à l'industrie française, mais pas seulement, et que l'on va extraire et que l'on va ensuite amener en métropole. Et donc évidemment, plutôt que d'acheter, comme on pouvait le faire précédemment, à des puissances étrangères ces produits-là, désormais, comme elles sont dans notre empire colonial, eh bien, on peut en disposer gratuitement. Donc on va citer des minerais, le caoutchouc, le coton, et puis vous le voyez par exemple en bas de chacune de ces illustrations, vous voyez d'autres matières premières, là ici plutôt agricoles, dont on va bénéficier et que l'on ne trouve pas en général en métropole. Alors évidemment, il faut rappeler aussi le contexte de l'époque. On est dans un moment où, entre 1873 et 1896, il y a un ralentissement économique en Europe. On parle même d'une dépression économique. Et donc les colonies, elles vont fournir des produits qui vont évidemment être intéressants. Mais dans l'autre sens, c'est aussi un débouché économique. C'est-à-dire que pour nos entreprises qui vont avoir un peu plus de mal à vendre durant cette période un peu compliquée économiquement, eh bien, elles vont pouvoir envoyer leur surplus ou leur stock dans cet empire colonial. Donc elles ont de nouveaux débouchés, ce qui peut être évidemment intéressant à cette époque-là pour les commerçants, les artisans, les industriels français. Alors on le voit aussi à travers, regardez ce petit diagramme que l'on trouve dans votre livre, on voit que la part de l'empire colonial français dans notre commerce extérieur ne cesse d'augmenter, c'est-à-dire qu'on va de plus en plus exporter vers nos colonies, mais on va également de plus en plus importer de produits venant des colonies. D'accord ? Donc ici on voit aussi les différents produits que l'on va pouvoir notamment faire revenir, même si évidemment il y en a beaucoup d'autres. La deuxième raison, et vous pouvez donc passer à la seconde flèche, on est convaincu à l'époque que les Français ont une mission civilisatrice à remplir. C'est-à-dire, et vous l'avez entendu dans la vidéo, on est persuadé en fait que les populations colonisées sont, et là il faut bien mettre entre guillemets, des races inférieures. Alors, la personne qui notamment utilise ce genre de mots, de vocabulaire, c'est Jules Ferry. Vous le connaissez. Regardez ici, vous avez un discours que vous pouvez trouver à la page 246 de votre manuel qui est assez intéressant. Et vous voyez par exemple ici, il vous dit « Les nations européennes », donc il parle de races supérieures, ont le devoir de civiliser les races inférieures. Alors évidemment, vous aujourd'hui, vous pouvez qualifier ce discours de racisme. À l'époque, le mot n'existe pas en tant que tel, mais en tout cas, effectivement, il y a véritablement l'idée que les Européens sont supérieurs aux autres et qu'ils doivent, c'est les mots utilisés par Jules Ferry, aller civiliser ceux que l'on considère comme inférieurs, c'est-à-dire les populations colonisées. Regardez par exemple aussi cet extrait que vous trouvez dans le tour de la France par 2 enfants, donc un livre qui est plutôt destiné aux enfants. Et regardez, on vous dit, dans le monde, il y a 4 races d'hommes. La race blanche, la plus parfaite des races humaines, habite surtout l'Europe, etc. Donc on est persuadé à cette époque-là, vous voyez, on le transmet même aux enfants, d'être une race supérieure à mettre entre guillemets. Vous savez qu'il ne faut pas trop utiliser le mot race, hein, c'est en général assez connoté. Bon, voilà, on aurait bien pu développer ces thématiques-là en classe, c'est un peu compliqué comme ça à distance, mais en tout cas évitez d'utiliser le mot race. Et vous voyez bien ici, voilà, par l'idée de race blanche face aux races inférieures, c'est le vocabulaire utilisé par Jules Ferry. Faites bien attention, utilisez bien des guillemets quand vous utilisez tout ça. Donc on a l'idée que les Français doivent aller aider ces populations. Regardez ici une couverture du Petit Journal et on vous dit, en allant au Maroc, voilà ce qu'on apporte aux populations. De l'argent, de la richesse, de la culture, la civilisation. On a aussi derrière, vous voyez, une organisation qui sera militaire. Alors on rappelle aussi que, bon, ils ne le savent pas encore, mais on n'est pas très loin de la Première Guerre mondiale et que ce seront aussi les futures troupes coloniales. Hein, mais bon, ça, on ne peut pas évidemment lire l'histoire à l'avance, ils ne le savent pas du tout en 1911. Et puis voilà, donc l'idée c'est que Marianne, qui vous voyez surplombe ici le public colonisé, c'est-à-dire ici les Marocains, est vraiment quasiment 2 fois supérieure à eux et leur apporte beaucoup de choses. Vous voyez qu'elle est vénérée par ceux qui la reçoivent. Donc véritablement, on essaye de faire passer aux Français l'idée que la colonisation est bénéfique pour les populations colonisées et que c'est une mission civilisatrice française, c'est-à-dire qu'on est en mission pour les aider, pour leur apporter la civilisation. Évidemment, attention avec cette thématique-là, avec cette seconde flèche, n'oubliez pas qu'il faut tout à fait relativiser cette position, c'est vraiment une position de fin 19e et aujourd'hui, évidemment, tout cela peut être apparenté à du racisme, même si, encore une fois, c'est une mentalité qui est partagée, malheureusement, on peut le dire, par une grande partie des Français de l'époque
Et évidemment, ce sera corrigé au fur et à mesure, vous le verrez, du XXe siècle. Et puis, dernière chose à dire, vous êtes à un moment, et c'est notre troisième flèche, où la France, rappelez-vous, a été un peu affaiblie quand même par la défaite contre l'Allemagne en 1870. Et donc, on considère qu'avoir un empire colonial important, comme vous voyez, ce sera le cas à peu près au début du XXe siècle, on aura le deuxième empire colonial derrière celui des Anglais, est un moyen aussi de redevenir une grande puissance et évidemment de montrer sa supériorité aux autres puissances européennes. Évidemment, ça n'ira pas sans quelques tensions que l'on verra notamment dans notre petit 3, puisque la course aux colonies fera parfois dégénérer certaines situations et on frôlera parfois même des conflits armés. On en reparlera, je vous le dis, d'ici quelques minutes dans notre petit 3. On va d'abord passer à notre petit 2 qui va s'intéresser aux premières colonisations. Alors on en est resté sur cette carte, vous le voyez, qui montrait la façon dont les Français souhaitent à cette époque-là avoir un vaste empire colonial. Mais attention, en 1860, on n'en est pas du tout là, regardez, on en est uniquement à ces possessions-là. En fait, et c'est notre première flèche, on le rappelle, dès le 16e, 17e, on s'est intéressé à des territoires qui sont plutôt situés en Amérique, avec par exemple le Québec, les Antilles françaises. Mais le reste, en fait, est assez peu connu et ça va être notamment en 1860 qu'on va commencer à s'intéresser à d'autres territoires, particulièrement l'Algérie, dont la conquête remonte à 1830. Et on va encourager, je vous le dis dans la troisième flèche, un peuplement français et européen. De plus en plus, et notamment sous la Troisième République, on va dire à des Français d'aller habiter en Algérie, d'aller tenter l'aventure en Algérie, là où il y a des terres disponibles et de nombreuses richesses. Il y a, je vous l'ai dit, le Vietnam actuel qu'on surnomme Indochine. Alors attention, les frontières ne sont pas exactement les mêmes, mais il y a une partie du Vietnam que l'on surnomme à l'époque Indochine, on en reparlera juste après. Et les Français commencent à s'intéresser au nord de l'Afrique, au Maghreb, et à l'Afrique équatoriale, on va en reparler également un petit peu après. Donc en gros, en 1860, l'Afrique est assez peu connue, notamment à l'intérieur du continent, c'est ce que je vous affirme dans la seconde flèche. Et puis, les implantations restent relativement limitées. Les régions littorales sont plutôt bien connues, par exemple ici avec le Sénégal. Mais on commence véritablement à s'intéresser à l'intérieur des terres. Tout comme en Asie, on veut progresser autour, vous le voyez ici, de ces premières positions en Indochine. Et c'est ce qu'on va voir dans notre petit 3, puisqu'on va véritablement se lancer dans une course au clocher. C'est-à-dire qu'on va vouloir de plus en plus de conquêtes. Sauf qu'évidemment, lorsqu'il y a le mot course, c'est qu'il y a des concurrents. Et on verra que nos concurrents sont européens. On passe tout de suite à notre petit 3, une course au clocher avec les autres nations européennes. Donc pour faire ce petit 3, on va avoir besoin d'une vidéo, mais avant de la regarder, on va tout de suite écrire notre première flèche. On rappelle que dans les années 1880, il y a un parti colonial qui s'est formé et qui est de plus en plus influent. Alors il va réunir par exemple des géographes, c'est-à-dire ceux qui sont plutôt curieux de découvrir l'intérieur du continent africain. Vous allez avoir des commerçants, des hommes politiques. On a vu par exemple le discours de Jules Ferry qui est très favorable à la colonisation. Vous allez avoir aussi ce qu'on appelle les missionnaires, c'est-à-dire plutôt des personnes qui sont liées à l'Église et qui souhaitent diffuser la foi catholique, par exemple en Afrique ou en Asie. Bref, ce parti est de plus en plus influent et va de plus en plus pousser les différents hommes politiques et les différents gouvernements de la Troisième République à conquérir de nouveaux territoires et donc à agrandir l'empire colonial avec les différentes motivations qu'on a vues dans le petit 1. Mais, et c'est ce que l'on avait commencé à évoquer il y a quelques secondes, dans la seconde flèche, on va voir que en fait, cette course au clocher, c'est surnommé comme cela, c'est-à-dire en fait cette course à la colonie, elle va véritablement engendrer des tensions, si bien qu'on doit réunir les différentes puissances européennes pour mettre tout le monde d'accord sur un partage des terres, notamment de l'Afrique, à Berlin. C'est ce qu'on appelle la conférence de Berlin et je vous en montre un petit résumé en vidéo, regardez bien. Berlin, novembre 1884. Palais du chancelier Bismarck. Une conférence internationale est organisée. La conférence de Berlin, c'est son nom, est aujourd'hui oubliée. Elle a pourtant scellé le destin de l'Afrique pour les siècles à venir. Son objectif, à l'heure où la fièvre civilisatrice bat son plein, se mettre d'accord entre occidentaux sur des règles d'occupation du continent. Les discussions vont durer plusieurs mois. Aucun Africain n'y sera convié. Les diplomates qui ne connaissent pas l'Afrique et n'y mettront jamais les pieds, y traceront pourtant des frontières. Sans presque rien connaître des richesses qu'elle recèle, l'Afrique fascine. Les archives diplomatiques révèlent les transcriptions des paroles échangées dans un français parfait. Elles permettent de reconstituer les moments clés de la conférence.
La séance inaugurale est présidée par le chancelier Bismarck. Derrière son air bon enfant, l'homme le plus puissant du monde. C'est lui le vainqueur de la guerre de 70 qui a amputé la France de l'Alsace et de la Lorraine. C'est lui qui a fondé l'Allemagne moderne. Je tiens en premier lieu à partager avec vous la satisfaction de voir cette réunion se tenir. Tous nos gouvernants partagent le désir d'associer les indigènes d'Afrique à la civilisation, en ouvrant l'intérieur de ce continent au commerce et à l'instruction, et en préparant la suppression définitive de l'esclavage. L'intérêt dont nos nations témoignent ici offre une garantie de succès à nos travaux pour développer les relations commerciales avec l'Afrique et servir en même temps la cause de la paix et de l'humanité. La conférence voulait écrire une page glorieuse de l'histoire. Elle en a écrit une des pages les plus sombres. Les diplomates apparaissent démunis face aux enjeux qu'ils affrontent. Preuve que la colonisation n'a pas été pensée. La mentalité de Berlin, c'est de dire on va vous faire du bien malgré vous, en dépit de tout. On veut votre bien, on va vous faire du bien, que vous le vouliez ou non. Et surtout, soyez reconnaissants. Alors vous imaginez la dose de bonne conscience qu'il y a dans le projet de Berlin. La ruée sur l'Afrique est une tentative par les grandes puissances européennes de s'emparer du maximum de territoire possible sur ce continent pour empêcher les autres pays européens d'en faire autant et les devancer. On espérait trouver de nouvelles matières premières et créer de nouveaux débouchés, mais ce n'était pas le plus important. Il s'agissait avant tout de garantir le contrôle de grands territoires à long terme pour le XXIe siècle. Les États-Unis étaient grands, la Russie était grande, et ensuite venaient les États européens qui voulaient eux aussi contrôler d'immenses territoires. Mais tout cela n'avait pas été suffisamment réfléchi. La conférence de Berlin, au fond, détermine un élément tout à fait neuf dans la conquête de l'Afrique par les Européens, c'est qu'elle ouvre la porte du cœur du continent au commerce européen et détermine un espace qui est accessible à tous. C'est la première fois que la totalité d'un continent de 30 millions de kilomètres carrés est découpée par les Européens, entre eux, sans même demander leur avis aux Africains. Comme souvent dans ces grandes réunions diplomatiques internationales, tout n'apparaît pas dans le protocole officiel. En particulier, les résultats des négociations secrètes. Ici, la répartition des côtes africaines. Pourtant, les cartes de la conférence versées aux archives en portent les stigmates. Ici, un trait rouge découpe les frontières du futur Cabinda attribué au Portugal. Là, un G, pour Germanie, marque la future Namibie allemande, au milieu de laquelle les Anglais se réservent l'enclave de Walvis Bay. Quant au golfe de Guinée, il est réparti entre tous, Portugal, Espagne, France, Allemagne et Royaume-Uni. Le futur tracé des frontières africaines ne remettra jamais en cause cette répartition secrète des côtes.
Donc avec la conférence de Berlin et puis avec aussi toutes les conquêtes qui vont intervenir juste après elle, vous voyez que la présence française va être de plus en plus forte, regardez, notamment en Afrique, mais aussi, je ne sais pas si vous avez bien vu, du côté de l'Asie, regardez, on a une présence qui va être de plus en plus forte. Alors si on zoome, on voit que l'Indochine française s'agrandit, notamment puisqu'on va récupérer Annam et le Laos en 1885-1895. Et en Afrique, de la même manière, on va avoir l'Afrique occidentale française, AOF, en 1904, et l'Afrique équatoriale française en 1910. Donc vous le voyez, on est de plus en plus présent sur ces territoires, et donc ça nous permet d'avoir en 1914, si l'on regarde cette carte, je le rappelle, le deuxième empire colonial du monde, derrière celui des Anglais. Bref, on voit qu'on a réussi à avoir à cette époque-là un empire colonial gigantesque, et on va ensuite s'intéresser en grand E à la façon dont on gère cet empire colonial. Mais on termine en rappelant quand même, et cette carte nous permet de le montrer, que malgré la conférence de Berlin et malgré ce partage qui avait soi-disant été réalisé de manière diplomatique, c'est-à-dire sur une carte en mettant tout le monde d'accord, ou en tout cas en essayant de le faire, en fait, il y a tout de même des tensions coloniales très fortes, deux qu'il faut connaître. D'abord entre Français et Anglais, pourtant ces deux puissances seront alliées quelques années plus tard dans la Première Guerre mondiale, mais il a failli avoir un conflit important à Fashoda en 1898. Et puis, il y a eu deux crises marocaines importantes, particulièrement entre Français et Allemands. La Première Guerre mondiale aurait aussi bien pu commencer lors de ces crises marocaines en 1905-1911. À chaque fois, on n'était pas très loin d'un conflit armé entre les deux puissances, France et Allemagne, qui convoitaient le Maroc. Finalement, le Maroc est passé dans les mains des Français et il n'y a pas eu de guerre. Mais les tensions ont été extrêmement fortes et à chaque fois, des conflits armés auraient pu éclater. Voilà, j'espère que ce grand 1 est bien clair pour vous tous. On se retrouve la semaine prochaine pour le grand 2. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.